Eh bien, surtout, merci de m'avoir invité et de me donner l'opportunité de répondre à cette angoissante question, objectif local, repli ou épanouissement. Donc, pour faire cesser l'intolérable suspense, je dirais que repli non, épanouissement oui. Donc voilà, ça c'est pour rassurer l'auditoire en début de... Alors au fond, finalement, moi je suis un chercheur qui est un peu obsédé par la question du territoire depuis une trentaine d'années. Qu'est-ce que c'est que le territoire? Territoire comme un phénomène particulier d'émergence d'initiatives, non pas de tout le monde ni des individus, mais d'un groupe de personnes concernées par les mêmes problèmes. Alors évidemment, tout de suite, la créativité sur les territoires rentre en ligne de compte. Alors j'ai eu l'occasion dans une autre vie aussi d'être à la fois assistant parlementaire et élu dans cette bonne ville de Grenoble, ce qui fait que l'expérience du lien entre le public et le privé, j'ai aussi cette sensibilité-là. Alors finalement, je me suis dit en venant ici... il y a beaucoup de gens préoccupés par l'urbanisme et par l'aménagement, peut-être moins par l'économie au sens strict du terme, et qu'il y a un des messages qu'on pourrait essayer de développer aujourd'hui, c'est qu'il y a aujourd'hui un appel urgent à la mixité de tout ça. Et non pas à se dire, bon, bah, moi, je vais déjà m'occuper du cadre, de l'écrin, du paysage. Et puis, il y a des gens spécialisés qui vont s'occuper de l'économie, par exemple. Chacun son truc. L'idée, c'est bien qu'il y a un potentiel de créativité extrêmement puissant et extrêmement peu développé, mais montrant en fait qu'il existe des ressources mais qui ont des caractéristiques un peu étonnantes et particulières. D'une part, des ressources qui sont d'abord cachées, c'est-à-dire c'est justement celles qui ne sont pas évidentes qui sont intéressantes. Et puis, ces ressources, elles ont aussi un autre avantage, c'est qu'elles sont renouvelables, mais qu'elles sont même renouvelables à l'infini, comme je voudrais essayer de vous le démontrer. Alors, pour cela, disons que je vais partir du cauchemar des aménageurs. D'ailleurs, des régions où apparemment il n'y a rien, c'est foutu, il n'y a rien à faire. Alors j'ai choisi, parce que je connais assez bien ce plateau, c'est le plateau de l'Aubrac. Imaginez le plateau de l'Aubrac, 1000 mètres d'altitude, il n'y a que de la caillasse. C'est recouvert de neige, d'une couche épaisse de neige pendant tout l'hiver, et il y a plus de vaches que d'hommes. Qu'est-ce que vous voulez qu'on foute, si vous me permettez l'expression, sur ce plateau? C'est le type même d'embarras de l'aménageur classique. Et sur cette base totalement désertique et désolée, il y a une floraison d'initiatives extrêmement intéressantes qui se passe sur ce plateau de l'Aubrac. Donc il y a un truc, quoi. Il y a un truc, c'est un endroit où apparemment on ne peut rien faire et où en fait on peut faire quelque chose. Alors, il y a environ un mois, j'ai entendu à la radio qu'on avait trouvé du pétrole au large du Sénégal. Ma réflexion immédiate, ça a été de dire, pauvre Sénégal. Catastrophe, on a trouvé du pétrole. Parce qu'en général, la ressource évidente, elle est confisquée. Elle ne donne pas lieu à du développement dans la plupart des cas. C'est donc plutôt, paradoxalement, un handicap au développement d'avoir un effet de rente immédiate. Par contre, quand on a des régions en difficulté, on peut voir fleurir à partir de l'auto-organisation des citoyens entre eux. Et on peut voir apparaître des ressources tout à fait nouvelles et intéressantes. Je vais prendre un autre exemple qui est la ville de Mons. La ville de Mons en Belgique, c'est une ville charbonnière et qui, comme vous le savez, il n'y a plus de charbon. On a fermé. Et donc c'est une ville où, quand vous allez dans le centre-ville, elle est très sympa, très charmante, mais enfin il y a beaucoup de commerces de fermés, il y a beaucoup de maisons de fermées, il y a une certaine dégradation dans l'ensemble urbain. Et c'est une ville en reconversion complète. Eh bien, ils ont été, en 2015, ville capitale européenne de la culture. Quand on voit la ville de Mons, il faut un culot monstre pour prétendre vouloir être la capitale de la culture. Mais alors, ils sont partis de trucs
assez étonnant. Ils avaient 2 anecdotes. Il y en a une, c'est Verlaine a tiré sur Rimbaud et a été incarcéré à la prison de Mons. Alors finalement, ils ont écarté parce que c'était pas très vendeur comme ressource. Mais il y a une autre ressource qui était Van Gogh, avant d'être un grand peintre, était un prédicateur baptiste. Il a commencé sa prédication à Mons. Ah, déjà intéressant. Et on a retrouvé quelques aquarelles au début où il a commencé à dessiner. Ben, les gens de Mons se sont dit, pas de problème, nous allons être la ville qui a vu naître le génie créateur d'un des plus grands peintres du monde, Van Gogh. Et ils ont fait un musée international, Van Gogh. Ils ont développé, à partir d'une idée culturelle extrêmement ténue, finalement, eh bien, une ressource pour restructurer leur territoire, mais à partir d'un effort imaginatif. Autant d'exemples qui montrent qu'au fond, il faut aller chercher. Il faut se donner la peine de trouver quelle est la vocation du lieu. C'est-à-dire que tout lieu, en fait, a une vocation. Et là, ce n'est pas les analyses économiques qui vont le permettre, parce que si vous faites un diagnostic rapide, trop rapide, vous allez conclure, bon, là, on voit ce qu'il y a, donc il faut essayer d'aider ce qu'il y a et de soutenir ce qui va mal. Mais ça, c'est un diagnostic, je dirais, tellement pauvre, et qui se fait partout, hein, d'ailleurs, hein, dans n'importe... Je pointe le doigt sur personne, parce que dans toutes les collectivités territoriales de France et de Navarre, on fait ce système-là. C'est-à-dire qu'on dit, bon, j'arrive, je suis nouvellement élu, je vais faire un audit, je demande à quelqu'un de l'extérieur de me faire un diagnostic, j'utilise la méthode SWOT, qui était, je dis souvent pour plaisanter, mais à peine, que c'est quand même une belle escroquerie, parce que c'est au fond un système tout fait, que l'on peut balader de lieu en lieu, et qui vous dit qu'est-ce qu'il faut faire. Alors là, déjà, c'est foutu. Vous pouvez le mettre à la poubelle. Parce que si c'est un objet technique que vous pouvez balader de lieu en lieu qui est omnivalable, quelle que soit l'histoire du lieu, la culture du lieu, ça n'a strictement aucun intérêt. D'ailleurs, ça se confirme, ça coûte assez cher aux collectivités. Espérons que les citoyens ne le sauront pas. Mais il n'empêche que ça ne sert pas à grand-chose. Par contre, pour découvrir les ressources cachées, il faut qu'il y ait une condition importante qui est une réflexion collective de l'ensemble des acteurs concernés. Alors ça veut dire qu'au fond, il y a mentalement un besoin de revenir au local comme étant une reprise en main par l'ensemble des citoyens de leur propre destin. C'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à faire des rapprochements incongrus. Quand on regarde son territoire autour de soi, son paysage, on s'aperçoit en particulier que le paysage peut rentrer dans la valeur de ce qui est produit. Ça, la théorie économique ne le dit pas, le dit rarement. C'est-à-dire que dans un certain nombre de cas, le paysage va rentrer dans la valeur. Je vous donner un exemple simple là-dessus. On fait de l'huile d'olive dans les baronnies, dans le sud. C'est la première AOC huile d'olive, 1995. Donc les gens valorisent leurs produits. Et il s'avère, avec des études qu'on a faites, qu'on n'arrive pas à le vendre aussi bien dans les supermarchés d'origine des touristes qui viennent l'acheter. Donc on le vend d'autant mieux que le touriste paye le voyage et paye un surcoût. Parce qu'il va le chercher dans le cadre de ses vacances. Donc, en fait, ça veut dire que le paysage, il a une valeur qu'on peut même calculer. C'est les prix hédonistes. On peut dire il y a tant de centimes d'euros qui sont consacrés dans le consentement à payer du consommateur pour acheter cette huile dans le cadre. Mais alors, dans le cadre, ça veut dire que les banquettes, il faut les redresser. À ce moment-là, on a des fonds publics, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, fonds publics européens, programme Leader Plus, pour refaire les banquettes. C'est pas pour produire plus d'olives, mais c'est parce que le paysage contribue au bien-être global et à la réputation du lieu. Et puis il y a eu un deuxième fait qui était intéressant, c'est celui de la lavande. C'est-à-dire, la lavande, c'est indispensable. Vous allez dans les baronnies, vous avez des cartes postales dans tous les bars, c'est que de la lavande. La lavande, ça fleurit que 2 mois dans l'année. Ça fait rien, il n'y a que ça partout. Parce que c'est partie intrinsèque du paysage. Donc l'imaginaire prend le sud de la Drôme,
comme étant un lieu où on fait de l'huile d'olive et dans un cadre de lavande. Et les lavandes sont tombées malades il y a 6 ou 7 ans. Gros problème, parce que tout d'un coup, les producteurs et de vin et d'huile ont commencé à se tracasser en disant une partie de leur bénéfice provient de la beauté du paysage. Si on arrache les lavandes et que la lavande s'en va, il y a une perte nette pour les producteurs d'huile d'olive. C'est un cas unique, parce que dans l'agriculture en général, c'est chacun pour sa peau, et puis si le voisin défaille, après tout, à la limite, ça dégage de la terre pour les autres. Bon, là, il y a une espèce de verticalité très très forte dans le monde rural. Là, on a des formes de solidarité obligatoires, et donc de construction d'une offre générale. Mais cette offre générale, elle est liée à la construction d'un récit général du territoire. C'est-à-dire que le territoire devient un ensemble qui rassemble des gens, et ces gens le construisent. Et on peut le construire même quelquefois en jouant un peu avec la vérité. Il y a eu tout un programme sur le vin des Corbières, le vin des Cathares, avec sur l'étiquette, le vin des Cathares, parce qu'il y a des valeurs qu'il y a derrière, etc. Et pas de bol, à l'époque des Cathares, le vin n'était pas encore, la vigne n'était pas implantée. Ça fait rien. Ça fait rien. On a construit le récit de ce lieu. On a dit quelles sont les ressources qui existent. Et ce sont les acteurs concernés. Mais en même temps, les historiens du coin, les associations patrimoniales, et c'est-à-dire pas seulement stricto sensu le producteur, qui ont un dialogue collectif pour construire cette image. Ça veut dire qu'il existe des stratégies territoriales, et que ces stratégies territoriales sont liées à la spécificité du lieu. Et c'est tout à fait le contraire du système économique traditionnel dont on est sorti, qu'on appelle quelquefois le système fordiste, qui était une forme d'uniformisation. C'est-à-dire que les conditions de production et de la concurrence, la fameuse théorie de la localisation, pourquoi on met une usine là plutôt qu'une autre, pourquoi on met une activité là plutôt qu'une autre, etc. L'idée étant, c'est la concurrence qui décide ce qui se déplace et ce qui s'installe ici plutôt que là. Et évidemment, on gomme les spécificités territoriales. En gommant les spécificités territoriales, on gomme totalement tout ce qui est richesse potentielle de type territorial. L'AOC Bois de Chartreuse, c'est une aberration du point de vue du système dominant, du système industriel classique. D'abord, les AOC, en général, ça se mange. Hein. Là, c'est un cas rarissime qui ne se mange pas. Mais ça va se développer. Hein. Mais c'est aussi le fait d'introduire une qualité particulièrement rattachée à un lieu, alors que le système général est anonyme et aspatial. Donc, cette idée est donc importante en disant la géographie, l'histoire me dit quelque chose de mon futur, tout simplement. Et que tout ça, ça se construit en transversal avec plein d'acteurs. C'est-à-dire, il faut que les territoires soient dissemblables. C'est pour ça que moi, à titre personnel, je rigole quand je vois la CGET, qui a suivi la DATAR, qui s'appelle le Commissariat à l'égalité des territoires. Pour moi, les territoires, il ne faut pas qu'ils soient égaux, il faut qu'ils soient différents. Parce que vous avez des endroits où on dort, et puis des endroits où on produit. Autrefois, c'était peut-être les mêmes. Aujourd'hui, c'est plus les mêmes. C'est-à-dire que vous savez que chaque Français, en 1960, faisait 4 km pour aller au travail. Il en fait 45 en moyenne aujourd'hui. C'est-à-dire que le lieu où vous dormez, c'est le lieu où vous votez aussi, mais c'est pas le lieu où vous avez votre vie active, et c'est pas le lieu où vous dépensez l'argent. Donc, cette espèce de découplage, ce qu'on appelle l'économie résidentielle, elle est relativement moderne, mais elle perturbe complètement le jeu. Et il faut reconstruire des localités, il faut reconstruire des tissus, des réseaux à partir de ça. Ça pose déjà des problèmes de démocratie, étant donné que vous votez où vous dormez, et non pas où vous avez votre vie active. Parce que c'est la loi, c'est comme ça. Eh bien, qu'est-ce que vous avez demandé à vos élus ? De la sécurité, du NIMBY, des caméras partout, des trucs comme ça. Mais par contre, tout ce qui est vie active, ça ne sera pas réglé par le citoyen qui vote. Là, il y a un problème. Il y a un problème de décalage. Et ça, ça veut dire qu'on est sorti de la période où les gens ne bougeaient pas,
Aujourd'hui, c'est pas la même chose. On bouge, mais du coup, on crée du territoire à plusieurs endroits. On crée du territoire là où on réside, on crée du territoire là où on travaille, et si on crée du territoire, c'est là qu'il faut que s'enchaînent des dialogues entre les gens qui font ces territoires-là. Et face à la perte de cohérence, on a en fait les mouvements de population, les mobilités aujourd'hui, qui sont de plus en plus grandes, en tout cas en interne au pays, elles façonnent de nouveaux territoires. Et ces nouveaux territoires, ils n'ont pas de référent électoral, électif. Donc il faut retrouver une espèce de deal entre société civile et politique publique, quoi, de façon à prendre en compte ces évolutions. Et on se rend compte que ce n'est pas les politiques publiques qui fabriquent les territoires. Ça n'est plus ça, et ça n'a probablement jamais été ça. Mais c'est l'action des citoyens. Donc ce que je dis, au fond, c'est plutôt un message optimiste, qui est de dire, contrairement à la doctrine des aménageurs, qui est que la richesse vient de l'extérieur et qu'il suffit de bien la répartir, également sur le territoire, il faut retrouver en interne les forces créatives et imaginatives. Et ces forces, elles existent, elles sont extrêmement importantes et elles sont très puissantes. Puisque, en fait, comme je l'ai dit au début de mon propos, la ressource territoriale, comme c'est dans l'imagination des hommes, elle est infinie. Vous pouvez fabriquer avec à peu près n'importe quoi. Donc, pour finir, un dernier exemple qui me paraissait intéressant. Dans l'Oisans, actuellement, il y a peut-être des gens qui proviennent de l'Oisans, il y a une initiative très intéressante. Ils se sont posé la question, alors quand je dis « ils », c'est l'ensemble de la société, c'est pas seulement les entrepreneurs ou les élus, il y a aussi les associations, il y a les syndicats d'initiative, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la vallée de l'Oisans? Actuellement, on a l'Alpe d'Huez, la station stagne un peu comme toutes les stations, c'est moins lucratif que dans la belle période de l'or blanc. Et l'agriculture de montagne, maintenant, avec les concurrences, on ne tient plus la route. Donc, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Puis, bon, ils ont discuté. Et il y en a un qui a trouvé une idée. Et qui a dit, mais attendez, dans le Tour de France, presque tous les ans, sauf cette année, c'est pas de chance, mais il y a l'étape de la montée de l'Alpe d'Huez. Or, le Tour de France, c'est la 3e manifestation sportive mondiale télévisée, après le championnat du monde de foot et les Jeux olympiques. Environ 850 millions de personnes dans le monde regardent des gugus dans le paysage de l'Oisans monter la pente. Alors il y a un gars qui a dit, mais si on ne fait pas du business avec ça, c'est qu'on est complètement idiot. Et ils sont en train de monter un projet sur le mariage entre le tourisme, VTT, vélo, les mecs un peu... Enfin bon, moi vous ne me verrez pas là-dedans, et qui se font 3 cols dans la journée, puis complètement crevés, ils ont droit à leur truc. Mais il y a des gens qui viennent d'Australie, avec leur vélo dans l'avion pour ça. Et on mélange tout, et on devient la Bicycle Valley de l'Europe. En plus de ça, ils ont de l'ambition. Mais je crois qu'ils sont en train de réussir. C'est exactement le type même de la démarche imaginative et créative de type ressources territoriales. C'est-à-dire, en fait, on a découvert notre pétrole. Et notre pétrole, c'est ce que c'est dans l'Oisans, c'est l'inconvénient majeur, c'est-à-dire la pente. Donc le pétrole de l'Oisans, c'est la pente. Mais ils ont réussi à le trouver. C'est-à-dire en disant, c'est parce qu'il y a de la pente que donc c'est intéressant de faire du vélo. C'est un peu dur aussi, mais justement. Et on se transforme ça en avantage. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment des potentiels un peu n'importe où. Et j'ai voulu insister sur le fait que quand c'est apparemment foutu, c'est pas sûr que ça le soit complètement. Voilà, merci.